Je me présente comme d'habitude, Daniel Letonne, coordonnateur scientifique du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. On a l'habitude de faire ces séminaires midi-là pour donner l'occasion à des membres professeurs du CIRST ou des étudiants, des postdocs, de présenter les projets qui sont en cours. Souvent, on met l'accent sur les projets en démarrage, là, comme ça peut aider tout un chacun à poursuivre les recherches, à avoir des nouvelles pistes, à entamer des collaborations, même des fois. C'est arrivé. Donc, aujourd'hui, on reçoit Philippe Vincent Lamarre, qui est chercheur postdoctoral à la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante. Ses recherches visent à mieux comprendre le processus décisionnel derrière la publication d'articles scientifiques par l'analyse du contenu d'une quantité massive de rapports d'arbitre, donc des évaluations des publications scientifiques. Donc aujourd'hui, Philippe va nous présenter son projet de postdoc. Vous l'avez à l'écran, mais je lis le titre. Autopromotion ou nécessité, l'importance et le rôle des autocitations au long de la carrière académique. Je vous rappelle, les séminaires midi, c'est toujours, habituellement dans une salle au CIRST, tout le monde mange son sandwich. Donc, c'est très informel là, comme rencontre. Mais évidemment, par Zoom, c'est plus difficile d'être dans ce même état d'esprit-là, mais on va essayer de le conserver quand même. Fait que si vous avez des questions qui vous viennent au fil de la présentation de Philippe, n'hésitez pas à faire signe, que ce soit là, par la petite main levée ou dans le chat. On va essayer d'être alerte et de vous donner la parole le plus rapidement possible si vous voulez des précisions sur une question ou une autre. Vous pouvez même décider d'ouvrir votre micro puis d'interrompre Philippe, là, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On va y aller comme ça pour ce genre de rencontre-là. Donc, voilà, même chose. Vous pouvez ouvrir, fermer votre caméra comme vous voulez. Donc, Philippe, je te laisse la parole pour, disons, une quarantaine de minutes. Là, puis après ça, on va prendre des questions. En tout cas, on verra comment ça se déroule. OK, ça marche. N'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a des questions dans le chat. Je n'arrive pas à faire... à ouvrir le chat. Là. Donc, s'il y a des questions, tu peux m'interrompre puis me lire, puis je répondrai à ce moment-là. Okay, pas de problème. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Je crois que j'ai beaucoup de matériel, en fait, probablement trop pour les 40 minutes. Puis, je voulais quand même faire une bonne introduction parce que ce que je vais vous présenter, c'est un peu la science des sciences. Je fais beaucoup d'analyses de citations dans le cadre de ce projet-là, qui est, ceci dit, différent de l'introduction que tu as donnée, parce que dans ma bibliographie pour le CIRST, mon projet postdoctoral vise à étudier le processus d'évaluation pour les pairs. Ça, c'est comme un projet que j'ai fait en parallèle. Ça ne touche pas nécessairement à l'évaluation par les pairs. C'est plus d'étudier les dynamiques de citation, surtout d'autocitation. Puis, je vais faire un petit préambule pour justifier l'intérêt de ces analyses-là, puis après, je vais embarquer dans les résultats. C'est ça. Je vais commencer avec une petite définition des autocitations. Je vais parler de l'importance des indicateurs bibliométriques. Puis, on va aller vers la distinction entre les autocitations et les autoréférences à travers la carrière des chercheurs. Puis, si j'ai le temps, je ne suis pas certain d'avoir le temps, mais je vais terminer avec la pertinence des autocitations. Je vais essayer de valider ou de montrer comment on pourrait valider la pertinence des autocitations à partir d'une analyse textuelle des résumés des articles qui font les citations. Donc, les citations sont très importantes dans l'évaluation de la recherche de plus en plus. Donc, on est à la recherche d'indicateurs qui sont quantitatifs, plus objectifs pour évaluer la qualité non seulement des articles, mais des chercheurs de différents types d'institutions, même au niveau des pays. On cherche à quantifier la productivité de certains pays. Puis, les citations sont tout le temps centrales dans la plupart des indicateurs qui sont utilisés. Il y a certaines exceptions, mais donc, de façon plus brute, on peut juste regarder le nombre de citations qu'un article reçoit. Mais il y a un paquet de dérivés comme le Journal Impact Factor, que j'imagine que vous connaissez quand même un peu, qui est un score qui est attribué, enfin, un indicateur qui est attribué aux différents journaux scientifiques, qui est basé sur le nombre de citations que les articles du journal reçoivent dans une période de 2 ans, puis qui est devenu un peu un marqueur de prestige des journaux scientifiques. Puis là, il y a encore d'autres dérivés comme le H-index qui est quand même de plus en plus populaire, qui se base sur une espèce de composite entre les citations reçues par les articles puis le nombre d'articles qui ont été écrits par les différents auteurs. Donc, juste brièvement, là, la définition de l'indice H, en fait, il
il est calculé en comptant le nombre de publications pour lesquelles un auteur a été cité au moins ce même nombre de fois. Fait que là, si on prend un exemple, un indice H de 14 signifie que l'auteur a publié 14 articles avec plus de 14 citations. Si l'auteur publie un article supplémentaire, mais que cet article-là, ou pas nécessairement cet article-là, mais qu'il n'y a pas un article de plus que 15 citations, ça ne va pas augmenter son indice H. Donc, c'est vraiment nécessaire. C'est comme ça prend à la fois les citations et le nombre d'articles qui ont été écrits. Il y a plusieurs critiques des indices de citation. Premièrement, ça prend quand même du temps pour que les citations s'accumulent. Il y a un aspect temporel à la dynamique d'accumulation de citations. Ici, si je vous donne un exemple qui divise par discipline les moments où les citations sont reçues, en fait, en fonction du nombre d'années suivant la publication d'un article. Si on met l'accent sur le graphique de droite, ici, c'est le cumulatif des citations reçues à travers la vie d'un article. Puis ce qu'on peut voir, c'est au début, dans les premières 5 années, on n'a même pas encore la majorité des citations qui ont été reçues. Donc là, après ça, quand on utilise les citations comme comparatifs pour mesurer la productivité ou l'impact d'une publication scientifique, si on compare un scientifique qui a eu une carrière de 10 ans versus un scientifique qui a une carrière de 3 ans, mais qui a le même nombre d'articles, bien, celui qui a travaillé pendant 10 ans a eu l'occasion d'accumuler beaucoup plus de citations. Donc, s'il y a des scores qui sont plus grands que l'autre scientifique, ce n'est pas nécessairement parce que ses travaux ont plus d'impact, c'est juste qu'il y a une fenêtre de temps plus grande pour accumuler des citations. Sinon, il y a d'autres limites. Par exemple, il y a des travaux d'influence qui sont peu ou pas cités, puis l'inverse, c'est vrai, il y a des travaux qui sont très controversés. Si on pense à l'article d'Andrew Wakefield, où il fait l'espèce de lien entre les vaccins et l'autisme, il y a beaucoup de citations qui sont reçues par cet article-là, mais ce n'est pas un marqueur de qualité de la recherche qui a été faite dans cet article-là. Donc, c'est vraiment, les citations, c'est objectif, on peut mesurer les citations, mais la signification des citations peut quand même beaucoup changer. On a des citations qui sont négatives, donc un article peut réfuter certains faits avancés par d'autres articles, des citations qui sont plus performatives, qui sont pas nécessairement, en fait, qui sont pas nécessaires aux références qui sont incluses dans un article. Donc, une citation ne veut pas dire que le travail cité a un impact positif puis qui est de bonne qualité. Il y a d'autres facteurs aussi, d'autres problématiques liées aux citations. Il y a les cartels de citation, par exemple, qui ont été quand même assez bien décrits au niveau des journaux. Là. Donc, il y a certains journaux qui peuvent s'entendre entre eux pour citer les travaux de chaque revue, en fait, savante, entre eux, ce qui va faire gonfler de façon artificielle le nombre de citations reçues par les articles de ces journaux-là, puis qui va les démarquer après quand on utilise, par exemple, le facteur d'impact. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement des citations qui seraient légitimes, c'est plus une espèce de collusion entre les différents journaux. Il y a aussi des cas d'éditeurs, puis même d'évaluateurs lors du processus d'évaluation par les pairs qui demandent aux auteurs des articles d'inclure soit de leurs citations à eux ou des citations faites par la revue elle-même pour augmenter la qualité, en fait, le score de ces revues-là avec les citations des articles qui sont évalués. Un autre facteur qui est quand même intéressant et qu'on ne prend pas nécessairement en compte souvent, c'est la source des citations. Donc, il y a plusieurs bases de données qui font un index des publications scientifiques puis qui compilent les citations. Puis, selon la base de données qu'on choisit, on va obtenir des résultats qui sont différents. Donc, j'ai fait un test, je vais chercher mon profil dans différentes bases de données. Donc, si je vais regarder sur Google Scholar, par exemple, ici, Google Scholar va me donner un sommaire de ma carrière scientifique. Il me donne 193 citations que j'ai reçues depuis le début de ma carrière, un indice H de 7, puis eux, ils calculent aussi le I10, qui est le nombre de publications qui ont reçu plus de 10 citations. Mais Google Scholar n'est pas nécessairement une très bonne source de citations. Je vais vous montrer un exemple juste après. Des sources qui sont plus officielles, qui sont le plus utilisées dans l'évaluation, il y a le Web of Science, qui est l'organisation qui compile le facteur d'impact. Donc, si je vais chercher mon profil sur Web of Science, j'obtiens des résultats qui sont quand même assez différents. J'obtiens un indice H de 4,
beaucoup moins de citations, presque 4 fois moins de citations, moins d'articles aussi. Et ce n'est pas tous mes articles qui sont indexés dans le Web of Science qui sont collectés par Google Scholar. Je veux juste aussi attirer votre attention ici. Il y a un message qui dit que c'est un auteur qui est algorithmiquement généré, parce que c'est difficile de faire la désambiguïsation des auteurs. On a des articles avec des listes de noms. Puis, bon, moi, je suis quand même chanceux, j'ai un nom qui est unique, mais il y a beaucoup de noms qui sont assez communs. Puis là, c'est de désambiguïser quel chercheur a quel nom. Puis, je pense que l'algorithme de Web of Science n'est pas public, mais ils vont utiliser des choses comme mes institutions d'attache ici qui ont repéré les sujets de mes articles. Puis je vais revenir là-dessus sur le processus de désambiguïsation plus tard parce que c'est important quand on fait des analyses de citations. Juste pour terminer, une autre base de données qui est populaire, Scopus, qui est propriété de Elsevier, me donne aussi des scores qui sont un peu différents. C'est plus semblable à ce qu'on voit dans Web of Science. Mais ça fait juste montrer que c'est pas juste le choix de la base de données va changer les indicateurs que je vais avoir. Puis si on veut comparer différents auteurs, par exemple, il faut qu'on soit sûr qu'on va chercher les mêmes métriques, les mêmes bases de données. Si, parenthèse, j'ai pris mon article le plus cité, qui est malheureusement l'article dans lequel j'ai le moins contribué. Google Scholar me donne 73 citations, mais si je regarde Web of Science puis Scopus, j'en ai 3 fois moins. Donc, pourquoi? C'est quoi la différence qu'il y a entre ces différentes bases de données? Bien, Google Scholar va aller chercher n'importe quoi. Ça, c'est juste un exemple qui est un peu drôle, mais il a été chercher le menu d'une cafétéria. Donc, le titre de l'article, c'est Lunch Menu. Il y a Caesar Salad qui est auteur, B-Noodles, Cifahitas. Ça fait juste montrer que Google Scholar, ce n'est pas une création manuelle qui est faite des titres. Ils vont aller chercher sur Internet différents items. Puis, c'est pour ça que ça fait toujours plus plaisir d'aller voir nos indicateurs sur Google Scholar, mais ça risque d'être pas nécessairement artificiellement augmenté parce qu'il y a des sources légitimes, par exemple les proceedings qui ne sont pas indexés dans la collection Core de Web of Science, qui sont des documents scientifiques puis que Google Scholar va aller chercher. Donc, ce n'est pas de dire que tout ce que Google Scholar va ajouter ne sera pas adéquat, mais c'est qu'il y a quand même un contrôle de qualité qui n'est pas fait pour Google Scholar. Donc, on revient à la présentation, en fait, au cœur de l'analyse que je vais vous présenter. Une autre source de problèmes potentiels avec les analyses de citation, c'est la présence des autocitations. Donc, une autocitation, c'est quand un chercheur se cite lui-même un de ses articles qu'il a déjà écrit. On peut faire l'analyse au niveau des articles, mais il y a aussi des autocitations qui sont faites, comme j'ai mentionné juste avant, au niveau des revues. Donc, un journal peut citer les articles qui ont été publiés par ce même journal-là. Ça peut se faire au niveau national. On peut regarder les dynamiques de pays. Est-ce que les pays vont plus citer les articles qui ont été écrits dans le même pays ou dans les autres pays? Puis, on peut regarder au niveau des chercheurs. Puis, ça, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de cette analyse-là. Puis, ça présente quand même certains défis d'aller comparer, d'aller regarder les comportements des chercheurs parce qu'il faut désambiguiser de façon appropriée les différents chercheurs. Avant de rentrer là-dedans, par exemple, il y a d'autres problèmes conceptuels dans la littérature des autocitations. Premièrement, les autocitations sont différentes des autoréférences. Ça, ce n'est pas un problème qui est exclusif aux autocitations. De façon générale, il y a un peu une confusion entre ce qui est une citation et ce qui est une référence. Les citations, c'est ce qui est reçu. Okay? Donc, si j'écris un article, d'autres articles sont écrits dans le futur. Moi, de ma perspective, je vais recevoir des citations de ces articles-là. Quand on parle des références, c'est vraiment la liste des références qu'il y a quand on écrit un article. Puis, je vais revenir sur cette distinction-là. Ça se peut que ça ne soit pas clair comme ça parce que, oui, faire une référence, c'est aussi faire une citation de la perspective d'un autre document ou d'un autre auteur. Mais c'est important quand même de garder cette distinction-là en tête. Donc, quand on regarde les pourcentages des autocitations, on va regarder le pourcentage de toutes les citations reçues. Quel est le pourcentage qui ont été faites par l'auteur? Pareillement, pour les autoréférences, on va regarder quand un auteur fait une liste de références, c'est quoi le pourcentage de toutes ces références-là qui sont faites au même auteur. J'ai écrit par le même auteur, mais au même auteur.
Donc, c'est le même numérateur qui est le nombre total de soit, en fait, le nombre d'autoréférences et le nombre d'autocitations, c'est la même chose, mais c'est le dénominateur qui change. Dans le cas des pourcentages d'autocitations, on va regarder toutes les citations qui ont été reçues, qui ont été faites par d'autres auteurs. Puis les autoréférences, on va regarder toutes les autres références qui ont été faites par l'auteur duquel on cherche à déterminer le taux d'autocitation. Puis vraiment, ce qui est important dans cette distinction-là, c'est que c'est pas mal juste les pourcentages d'autoréférences qui sont contrôlés seulement par l'auteur. Parce que je peux, par exemple, moi, avoir fait, mettons, on prend que j'ai fait 10 autocitations. Si personne d'autre cite mes travaux, bien, 100% de mes autocitations, de mes citations sont des autocitations. Alors que je peux avoir eu exactement le même comportement, encore une fois, avoir fait 10 autocitations, puis 100 autres personnes, ou 90, pour faire simple, vont avoir cité, fait que 10% de mes autocitations vont avoir été faites par moi. Donc, c'est vraiment juste les pourcentages d'autoréférence qui peuvent nous permettre de comparer le comportement des différents auteurs. Puis, vous allez voir que c'est quand même pertinent dans le reste des analyses que je vais vous présenter. Une publication qui justifie un peu cette analyse-là que je vais vous présenter, c'est une publication de John Ioannidis, qui a été faite il y a un peu plus d'1 an, où il compile les statistiques d'autocitation des différents chercheurs. Le problème, c'est qu'ils ils calculent les pourcentages d'autocitation au niveau des articles. Puis, ça peut biaiser les résultats. Puis là, eux, ils ont aussi publié une table qui montre pour chaque chercheur c'est quoi leur pourcentage d'autocitation, ce qui est un peu, ce qui n'est pas tout à fait exact parce que la façon qu'on considère les autocitations, quelqu'un qui ne s'autocite jamais pourrait avoir un très haut taux d'autocitation. On va prendre un exemple. Là, j'ai pris un article, les articles de mon superviseur et d'un de ses collègues, Vincent Larivière. Donc, on a 2 articles. On a un article citant. Donc, pour lui, quand l'article citant fait des citations, c'est dans ce cas-ci qu'on appelle ça des références. Donc, il fait des références, puis dans une de ces références-là, il y a un article qui, de la perspective de cet article-là, c'est une citation, et une autocitation pour Rodrigo Costa, qui est présent dans les 2 articles. Donc, si on fait le calcul au niveau de l'article, on a une autocitation pour chaque auteur cité. Donc, on a une autocitation pour Rodrigo Costa, mais pour les 2 autres auteurs, Van Leuven et Bardens, c'est aussi une autocitation, alors qu'eux n'ont rien à voir avec l'article citant. Ils ne se sont pas autocités eux-mêmes, mais de la façon qui est calculée par l'article que je viens de vous mentionner, ça compte pour des autocitations pour ces 2 auteurs-là. Même chose, c'est des autoréférences pour chaque auteur citant. Donc, oui, Rodrigo Costa va avoir fait une autoréférence, mais ça compterait aussi comme une autoréférence pour Vincent Larivière, qui, lui, n'apparaît pas sur l'article cité. Donc, quand on y va au niveau de l'auteur, bien là, on regarde, c'est une autoréférence pour Rodrigo Costa, c'est une autocitation pour Rodrigo Costa aussi, c'est une référence de co-auteur pour Vincent Larivière, puis une citation externe pour les 2 autres auteurs. Puis là, je vais clarifier, parce que là, je viens d'introduire une nouvelle catégorisation. On a plusieurs types d'autocitations. On a les autocitations directes, de co-auteurs, de collaborateurs, puis externes. Donc, je vais vous présenter. Excusez-moi, j'avais oublié, j'avais un autre diapositive. Je reviens tout de suite à cette distinction-là. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être un peu absurde de faire la compilation des autocitations à ce niveau-là. Parce que si on prend, dans l'article, encore une fois, de Ioannidis, l'auteur Michael Gratzel, qui a reçu 222 000 citations, 7,44% sont considérés comme des autocitations. Donc, c'est 16 500 citations qui seraient des autocitations, ce qui est assez énorme parce que c'est presque impossible que lui-même ait fait l'entièreté de toutes ces citations-là. En fait, on sait que ce n'est pas lui qui a fait toutes ces citations-là parce qu'il a écrit 1375 articles dans sa carrière. Puis là, il peut y avoir plus d'une autoréférence par article. Ce n'est pas complètement impossible qu'un auteur soit responsable pour autant de citations, parce que s'il aurait écrit, par exemple, 15 autoréférences par article, bon, ça aurait été possible qu'il y en ait 16 000 au final qui soient des autocitations, mais les chances sont qu'il y a une grosse partie de ces autocitations-là qui viennent de ses co-auteurs. Là, je reviens à ma figure pour vraiment clarifier les différents types d'autocitations.
Juste avant, par exemple, ça, c'est une figure que j'hésite à inclure dans l'article. Donc, vraiment, c'est des commentaires. Vous pouvez dire si ça vous mélange plus qu'autre chose ou s'il y a des conseils, si vous avez des conseils à me donner sur comment vous arrangeriez cette figure-là pour que ce soit plus intuitif, parce que mon but, c'était d'essayer de faire une illustration pour simplifier la compréhension des différents types de citations. Puis des fois, je regarde cette figure-là, puis j'ai l'impression que ça rend ça plus complexe. Fait que vraiment, vous pouvez écrire dans le chat ou j'ai pas encore pris la décision si je l'inclus, puis ça serait utile pour moi de savoir si ça aide ou pas. Donc, ce que je fais ici, je mets je fais la différence entre probablement les citations et les références. Puis, je le fais de la perspective d'un auteur. C'est qui est arbitraire, c'est l'auteur rouge. J'ai 4 types de citations. Puis, une chose que j'illustre aussi, c'est que les citations sont faites de la perspective d'un article par les articles publiés dans le futur. Puis, ça fait du sens. Si j'écris un article, ben, il ne peut pas être cité avant que je l'ai écrit. Donc, les citations viennent du futur, alors que pour les références, c'est l'inverse. Les références sont faites à un moment donné aux articles qui ont été écrits dans le passé. Là, on a 4 types de citations. On a les citations directes. Donc, encore une fois, c'est de la perspective de l'auteur rouge, puis ça va changer selon la perspective de l'auteur. Donc, les types de classification. Excusez-moi, je vais fermer. OK, désolé, un peu de bruit. Donc, on a la citation directe pour l'auteur rouge qui est présent sur l'article citant, ici, puis l'article cité. Donc, ça, c'est clair, c'est une autocitation directe. Il y a des citations par co-auteur où l'auteur vert, ici, qui a écrit le même article dans le passé avec l'auteur rouge, fait une autocitation directe pour lui. De sa perspective, c'est une autocitation directe, mais pour l'auteur rouge, on va la classifier comme une citation de co-auteur. On a aussi des citations de collaborateurs. Donc, ici, ce que je montre, c'est que l'auteur rouge a écrit un article avec l'auteur orange dans le passé. Donc, c'est un collaborateur passé de l'auteur rouge qui fait la citation. Donc, ça aussi, c'est comme une citation qui est liée d'une certaine façon à l'auteur rouge, mais qui n'a pas fait lui-même. Puis finalement, le dernier type de citation, c'est les citations externes ou des auteurs qui n'ont aucun lien avec l'auteur en rouge font une citation. C'est la même logique pour les références. Je n'irai pas cas par cas, là, mais c'est exactement la même logique. Est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a certains concepts qui mériteraient une clarification ou bien je continue? Là, tu as une suggestion de Kevin dans le chat. Là, je m'entends comme en feedback. Ah, là, c'est bon. Kevin, tu veux-tu réagir? Ça va être plus simple. Ouais. Oui, ben, moi, je l'aime beaucoup, ta figure, Philippe. Là, je ne sais pas. Peut-être que j'ai mal saisi ce que les gens se perdent, mais peut-être alors, pour bien mettre l'accent sur la distinction que tu dis à l'oral, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit des citations, c'est dans le futur, alors que lorsqu'on fait référence, on fait référence à des documents passés. C'est un truc très, très de détail, mais sur la section référence, T-1 et T plutôt que, comme tu as mis là, T et T plus 1. C'est un petit truc esthétique, mais je pense à... Oui, c'est bien. Donc, c'est ça. OK. Je ne sais pas si... Moi, c'est mon ordi comme en train de crasher. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Okay. J'ai ouvert le notepad pour noter l'idée de Kevin, puis là, mon ordi est gelé. OK. Là, on voit la diapo question de recherche. OK, parfait. Bon. Ah, voilà, ça bouge. Okay. Là. Donc, j'arrive avec les résultats-là. Il me reste combien de temps? Il reste comme une 20 minutes, c'est ça? Oui, à peu près. OK. OK, je pense qu'on va être correct dans le temps. Je vais juste le présenter quand même rapidement. Donc, question de recherche. Comment est-ce que les autocitations et les autoréférences évoluent au cours de la carrière des chercheurs? Est-ce que c'est possible de devenir riche avec les autocitations? Donc là, encore une fois, je fais un lien avec toute l'importance des citations dans l'évaluation de la recherche. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'air d'avoir un impact important juste en s'autocitant? Puis, deuxièmement, quelle est la pertinence des autocitations? Si les autocitations représentent un comportement déviant, les articles qui sont autocités devraient être moins pertinents à l'article citant que les autres. Là, ce que je veux dire ici, c'est là que l'analyse textuelle va entrer en jeu.
Je vais commencer avec la première partie, puis je vais vous décrire un peu plus notre approche pour évaluer la pertinence de ces autocitations-là. Mais vraiment, la logique, c'est que si les auteurs cherchent à gamer leur citation, leur total de citations, ils restent citer des articles qui ne sont pas vraiment pertinents d'articles citant, juste pour augmenter leur total de citations. Donc, premièrement, la méthodologie que j'ai utilisée, j'ai pris 51 millions d'auteurs individuels qui ont été désambiguisés de la base de données de CWTS Web of Science. Là, je vous parlais du challenge lié à la désambiguisation. L'algorithme utilisé par CWTS, ce n'est pas le même que Web of Science, que je vous ai montré en exemple tantôt. Le processus utilise des heuristiques comme en utilisant le nom et prénom d'auteur, l'institution de tâche, les collaborateurs, les références faites par les articles de l'auteur, puis le sujet de recherche et l'adresse courriel. Puis, bon, l'algorithme est plus biaisé vers un regroupement qui est conservateur. Donc, le même chercheur a plus de chances d'être séparé en deux entités que deux chercheurs combinés en une entité. On a les données de publication de 1980 à 2018, juste parce que c'est à partir de 1980 qu'on a un index qui est assez complet des publications scientifiques par le Web of Science. Puis, on a calculé l'âge académique de chaque auteur à partir de la première année de publication des auteurs. Là, ici, je vous présente une figure. Je ne vais pas y aller en détail. C'est juste pour vous montrer. On a séparé en disciplines. Donc là, je vous en montre trois ici. Sciences naturelles et ingénierie, sciences sociales, sciences de la santé, juste parce qu'il y a des dynamiques de citation. En fait, il y a plusieurs choses qui sont différentes dans la littérature scientifique entre ces disciplines-là. Il y a aussi art et humanité, que je n'ai pas inclus, puis que de façon générale, j'exclus les résultats, non seulement parce qu'ils se comportent un peu différemment des autres, c'est vraiment un peu à part des trois autres disciplines, puis aussi le nombre de publications est relativement faible. Donc, des fois, c'est un peu difficile d'interpréter les résultats. Les graphes vont de tous les côtés, à cause que la taille de l'échantillon est vraiment beaucoup plus petite. Mais là, je vais mettre l'accent sur un seul de ces panneaux-là. Mais je voulais vous montrer aussi parce qu'il y a quelques différences, mais c'est mineur. De façon générale, les résultats sont répétés d'une discipline à l'autre. Donc, pour commencer, je vais attirer votre attention sur les lignes pleines, parce que c'est quand même une figure qui est chargée, là, malgré le fait que j'ai pris juste une partie. Les lignes pleines en rouge, donc la ligne ici, montrent le pourcentage d'autocitations directes reçues par les auteurs en fonction de leur âge académique. Donc, on peut voir qu'au début de leur carrière, c'est là qu'ils ont le plus gros pourcentage d'autocitations directes, puis en prenant de l'expérience, ils ont de moins en moins de leurs citations qui sont attribuables à des autocitations directes. Si on prend la ligne en vert, la ligne solide en vert, c'est le pourcentage d'autoréférences directes. Donc, ce n'est pas surprenant qu'au début de la carrière, il n'y en ait presque pas qui sont faites parce que quand un chercheur a publié son premier article, il n'y a juste aucun article qui peut autociter. Puis, avec le temps, ce total-là augmente puis plafonne un peu. Là, dans cet exemple-là précis, c'est autour de 15 %. Mais on a une dynamique qui est inverse entre les deux. Ça fait du sens parce qu'au début de la carrière d'un chercheur, c'est pas mal le chercheur lui-même qui connaît ses travaux, puis ça prend du temps pour que ces travaux soient popularisés puis que d'autres personnes aient le cité. Un autre élément important de cette figure-là, c'est les lignes qui sont pointillées ici. Donc, encore une fois, en vert, c'est les références, en rouge, c'est les citations. Ça, c'est les citations. La ligne rouge, c'est les autocitations faites par les co-auteurs. Donc, c'est quand même vraiment important ici de comprendre que dans l'article de Ioannidis, où on fait le regroupement par article, ces deux courbes-là ici sont combinées ensemble. Donc, si on veut voir le comportement d'un chercheur, mais il y a presque autant de ces autocitations qui proviennent de ses co-auteurs que des citations que lui-même va faire. Donc, on peut voir que c'est vraiment important de séparer les types d'autocitations si on veut comprendre le comportement des chercheurs. Puis bon, ici, la ligne pointillée en vert, c'est pas tant intéressant parce que ça ne change pas vraiment dans le temps, c'est le pourcentage des autoréférences faites par les co-auteurs. Finalement, les deux dernières lignes qui sont ici dans le bas, c'est le pourcentage des autoréférences faites aux collaborateurs puis des autocitations reçues par les collaborateurs dans le temps. Donc, c'est la seule courbe qui augmente à travers l'âge académique, ce qui est aussi assez intuitif parce que la quantité de collaborateurs qu'un chercheur va avoir va juste aller en augmentant dans le temps. Donc, c'est normal
qu'il y ait de plus en plus des citations faites, des citations reçues qui soient attribuables à des co-auteurs du chercheur. Ici, je vous montre ça, je vais pas aller en détail. C'est juste pour vous montrer que c'est quand même compliqué de faire ces analyses-là en contrôlant pour l'ensemble des variables qui pourraient avoir un impact sur les dynamiques qui sont rapportées. Donc ici, c'est juste une autre figure un peu plus complexe. En fait, c'est la même chose qui est répétée à travers la discipline. Puis, c'est pas grave, là, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais je modélise la même chose, mais cette fois-ci en prenant en compte l'année de la première publication de chaque auteur, puis encore une fois, l'âge académique. Donc, j'ai les deux variables. Puis là, il y a certaines tendances qui émergent de ça. Puis, dans la figure précédente que je vous montre, je regroupe toutes les années de départ ensemble, mais on perd certaines subtilités. Fait que, oui, ces résultats-là sont intéressants, mais il y a aussi d'autres facteurs comme le début de la carrière académique, la productivité aussi. La figure que je vous ai montrée juste avant ne prend pas en compte la productivité. Donc, c'est quand même, on ne peut pas tout contrôler à la fois, mais ça reste quand même intéressant de voir ces dynamiques-là qui sont répétées à travers les disciplines dans le temps pour les autocitations et les autoréférences. Ici, on va retourner juste brièvement aux autocitations qui sont faites au niveau de l'article parce que c'est quand même assez intéressant de voir que, premièrement, ici, ce que je fais, c'est que je montre, excusez-moi, je n'ai pas les étiquettes pour mon axe, c'est l'âge de l'article. Donc, on va regarder les types de citations reçues par l'article en fonction de son âge. On a à gauche, en nombre absolu, le nombre de citations reçues. On peut voir que les citations externes sont les plus importantes. Ici, on a les trois courbes des types de citations où il y a un lien entre l'article citant et l'article cité, mais la plupart, c'est des citations externes. Si on normalise chaque courbe par son maximum, on peut voir les effets temporels, les kinétiques des courbes de citation. C'est quand même assez intéressant de voir que les autocitations directes sont celles qui ont la durée de vie la plus courte. Donc, les auteurs vont s'autociter, mais ils vont s'autociter dans une période plus restreinte dans le temps suivant la publication de leur article. Après ça, il y a les autocitations des co-auteurs, suivies des autocitations externes, des citations externes, ce n'est pas des autocitations. Puis, ça se termine par les citations des collaborateurs. C'est quand même assez intéressant de voir que les collaborateurs vont citer, d'un auteur vont citer ses travaux beaucoup plus longtemps que lui-même va le faire. OK, donc là, on revient à un des indicateurs qui est basé sur les citations, l'indice H. Il te reste une dizaine de minutes, Philippe. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'impact individuel des différents types de citations sur l'indice H. En haut, là, la figure montre sur l'axe des X l'indice H observé. Puis, l'axe Y montre la différence dans l'indice H observé qui est faite ou qui est amenée par chaque type de citation. On peut peut-être se concentrer en fait sur la rangée du bas parce qu'elle est plus intuitive. C'est la même chose, c'est juste qu'ici, je montre le pourcentage de l'indice H observé qui est attribuable à chaque source de citation. Donc, on peut voir que dans le début de la carrière, si on prend par exemple sciences naturelles, on augmente relativement rapidement à peu près 6 de l'indice H qui est attribuable aux autocitations directes. C'est assez similaire pour les autocitations faites par les co-auteurs. Donc, les deux individuellement contribuent à peu près 6-7 de l'indice H. Puis, il y a les citations faites par les collaborateurs qui, eux, ne vont qu'en augmentant dans le temps, puis qui expliquent une autre partie de l'indice H qui est observé. Donc, ça, si on combine tout ensemble, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que je montre en bleu, c'est l'impact, encore une fois, le pourcentage de l'indice H observé, qui est seulement attribuable aux autocitations directes. Pour la courbe verte, j'ajoute autocitation directe et autocitation des co-auteurs. Puis, en gris, c'est la combinaison des collaborateurs, puis direct, puis des co-auteurs. Quand on combine l'entièreté, en moyenne, on peut se rendre à des totaux qui sont quand même assez importants pour la partie de l'indice H qui est expliquée par des citations qui ne sont pas des citations externes. On peut même se rendre à 25 en moyenne pour certains indices H observés.
Ça dépend de la discipline. Sciences sociales, c'est quand même un peu plus conservateur. Ça peut aller jusqu'à 15%, un peu plus. Mais ce qui est important, par exemple, ici, de garder en tête, c'est que c'est une moyenne. Puis quand on va dans les distributions, là, je vais le présenter rapidement parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais il y a des auteurs, quand on regarde individuellement, pour qui le total de leur indice H est à 50%. Causés par des autocitations, soit directes ou une combinaison de direct et de co-auteurs. Fait que ces distributions-là sont quand même assez larges, puis il y a des auteurs qui bénéficient vraiment plus des autocitations que les autres. Donc, ce que ces résultats montrent, c'est que oui, si on prend en compte les autocitations dans le calcul de l'indice H, en moyenne, ça n'a pas un très grand impact, mais pour certains chercheurs, ça a un impact qui est quand même assez important. En restant un peu dans ces comportements-là de chercheurs qui s'autoréférencent davantage, on va regarder ici brièvement certaines caractéristiques de ces chercheurs-là. Donc, encore une fois, chaque colonne ici montre les résultats pour une discipline différente. C'est pour vous montrer que les résultats sont répliqués d'une discipline à l'autre. Ce que j'ai fait, c'est que chaque ligne représente une proportion d'autoréférence différente. Plus la ligne est pâle, plus c'est des chercheurs qui s'autoréférencent plus. Fait que la ligne la plus pâle, là, la jaune, c'est l'extrême des autoréférences, des proportions d'autoréférence. Fait que ce que ce graphe-là montre, premièrement, c'est que comme la ligne est plus élevée, ici, ça montre le nombre de citations reçues, des citations externes reçues par les auteurs. Fait que comme la ligne pâle est plus élevée, il y a plus d'autocitations externes qui sont reçues par ces auteurs-là. Ce que ça veut dire, c'est que les auteurs qui s'autoréférencent plus sont aussi plus cités. Donc, ce n'est pas les seuls qui trouvent que leurs travaux doivent être cités. Les autres chercheurs trouvent aussi que leurs travaux doivent être plus cités. Les chercheurs qui s'autoréférencent plus sont plus souvent des hommes. Ici, c'est la proportion de femmes dans chacune des catégories. Donc, comme les lignes plus pâles sont plus basses, ça montre que les femmes s'autocitent moins. Ce qui peut être problématique, étant donné qu'on ne fait souvent pas la distinction entre les autocitations puis les citations externes quand on compare des chercheurs. Donc, ça met les femmes en désavantage s'ils ont moins de citations qui sont reçues par elles-mêmes. Puis finalement, la dernière figure montre qu'il y a un effet générationnel, donc les chercheurs qui sont plus vieux s'autocitent plus. Finalement, dernière analyse, je fais une analyse de similarité pour essayer d'établir est-ce que les autocitations sont pertinentes, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Je vais passer par ces détails vu qu'il reste vraiment plus beaucoup de temps. Mais on calcule la pertinence d'une citation comparant le résumé, les mots qui sont contenus dans le résumé de l'article cité à l'article citant. Plus les mots sont les mêmes, plus la similarité entre les deux articles va être grande. Puis nous, notre interprétation, c'est que c'est plus pertinent comme citation. Je montre les distributions encore une fois à travers les différentes disciplines. Les citations externes, donc la distribution qui est orange, est plus vers la gauche. Notre axe des X montre la similarité. Donc, les citations externes sont moins similaires que les citations faites aux collaborateurs. Puis, ceux-là sont moins similaires que celles qui sont faites, les autocitations directes. Donc, si je fais un résumé, là, je prends la moyenne de ces distributions-là. C'est une information, mais c'est juste en moyenne. Les autocitations directes sont plus similaires, donc potentiellement plus pertinentes que celles faites aux collaborateurs, puis les citations externes. Donc, ça vient un peu invalider l'hypothèse que les chercheurs utiliseraient surtout, du moins, les autocitations pour bonifier leurs indicateurs de productivité, puis qu'en fait, c'est nécessaire de les faire. C'est les citations qui sont les plus pertinentes dans l'ensemble des citations qui sont faites. Bon, ça, c'est pas important. Donc, en conclusion, les autocitations et les autoréférences suivent une différente trajectoire au cours de la carrière. Les citations externes sont corrélées avec les autocitations. Donc, les auteurs qui citent plus leurs travaux ne sont pas les seuls. Les autres chercheurs citent aussi plus leurs travaux. En moyenne, les autocitations directes ont peu d'effets sur l'indice H, mais ça dépend des cas. Donc, il y a la moyenne, mais il y a aussi les distributions, puis il y a certains chercheurs qui tirent plus avantage des autocitations que d'autres. Finalement, les femmes s'autoréférencent moins, même en contrôlant pour la productivité. Donc, ça, c'est quand même un peu inquiétant parce qu'au final, elles vont être pénalisées quand elles vont être évaluées et comparées à d'autres chercheurs hommes. Les plus vieilles cohortes s'autocitent davantage.
Contrairement à notre hypothèse, les autoréférences sont plus pertinentes à l'article citant que les références externes. Donc, vraiment, la grande conclusion, c'est que nos résultats suggèrent que les autocitations sont dans l'ensemble une caractéristique normale de l'accumulation des connaissances. Donc, ce n'est pas un comportement déviant, puis c'est nécessaire dans un processus de recherche normal. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Philippe. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Je t'ai posé dans la salle, mais on peut considérer ça comme une salle. Donc, vous pouvez prendre la parole, écrire dans le chat que vous avez des questions, comme bon vous semble. Moi, j'en ai une question. Oui. Ah, ou Christine? Votre micro est fermé. Voilà. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre un peu sur l'importance de la désambiguïsation. Vous en avez parlé un petit peu au début, mais il me semble qu'on a passé un petit peu vite là-dessus. Oui. Ça m'intéresse comme bibliothécaire. Donc, vous voulez savoir plus de détails sur l'algorithme de désambiguïsation? Sur l'importance. Ben, en fait, c'est que sans la désambiguïsation, probablement, c'est même pas possible d'aller détecter une autocitation parce que si on se fie juste au nom du chercheur, il va y avoir beaucoup plus d'autocitations qu'il en existe réellement parce que chaque chercheur qui va partager le même nom va se faire attribuer une citation. Donc là, on n'a pas le choix, même pour avoir une bonne compréhension des autocitations au niveau de l'article, d'avoir une certaine désambiguïsation qui est faite. Donc oui, c'est sûr que le processus de désambiguïsation est comme central, c'est la première étape pour pouvoir commencer par collecter les autocitations. Quand on fait un travail à grande échelle, comme on a fait. Il y a d'autres approches, d'autres études qui sont plus petites qui vont faire une désambiguïsation manuelle. Comme par exemple, moi, je sais quels articles j'ai écrits. Je pourrais, si quelqu'un me demandait ma liste d'articles, ça serait facile, puis il n'y aurait aucun problème à ce niveau-là. Mais quand on va dans des études à grande échelle comme ça, on n'a pas le choix d'aller au niveau algorithmique. C'est là que c'est un peu plus complexe. Puis ça dépend, selon les différents algorithmes qui sont utilisés, il va y avoir des résultats différents. Ça vous prend trop de temps? Est-ce que vous utilisez le numéro ORCID quand il y en a? ORCID? Non, je pense qu'il n'est pas pris en considération. Nous, c'est comme j'ai précisé, c'est l'algorithme de CWTS Leiden. Je ne connais pas exactement l'entièreté de leur processus de désambiguïsation, mais je ne pense pas qu'eux le prennent en compte. Mais je pense que, par exemple, Web of Science et Scopus, eux, l'utilisent. Je ne suis pas sûr à 100%, là, mais c'est une bonne façon d'avoir une désambiguïsation. Merci. Il y a Myriam qui a levé la main. Oui, merci. Moi, j'avais une question sur le graphique avec les 3 courbes collaborateurs, autocitation. Est-ce qu'on peut revenir à ce graphique-là? Encore avant, le premier, là, celui, lui. Oui, l'autre après. Exactement. Non, c'était pas lui, c'était celui avec où il y avait les effets où on disait que les collaborateurs étaient ceux qui, dans le temps, recitaient le plus et que, dans le fond, dans le temps, l'autocitation était... oui, exactement. Pour moi, je voyais que les collaborateurs, c'était vraiment les étudiants à la maîtrise et au doctorat, en fait. Je ne sais pas si ça avait été exploré comme avenue, que... pourquoi cette courbe-là serait plus haute que les externes, c'est qu'en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux étudiants qui rentrent qui sont étiquetés comme collaborateurs puisqu'ils font des articles par la suite, donc pas dans l'article initial, mais qui recitent ces articles initiaux-là. J'essaie d'être certain de bien expliquer. Je ne crois pas nécessairement que les étudiants doctoraux à la maîtrise aient un impact sur ces graphiques-là, étant donné que la majorité des chercheurs ont une carrière courte. Donc, la grande majorité on sait, c'est difficile d'avoir une carrière académique, d'avoir une longue carrière. Donc, quand on arrive dans les citations, ici, 10 ans après la publication de l'article initial, c'est vrai que 10 ans après la publication de l'article, un collaborateur pourrait le citer si c'est par exemple un collaborateur du professeur d'un groupe de recherche.
Mais la majorité des citations, peu importe s'ils sont présents ici plus tard dans la courbe, sont quand même faites par des chercheurs qui sont établis. Parce qu'ils ont une carrière plus longue, ils sont plus productifs, puis la majorité des chercheurs ont une carrière courte. Donc, c'est vraiment difficile de voir ici, ça serait quoi l'impact des chercheurs qui sont à la maîtrise au début de leur carrière, parce que c'est ça, ils contribuent pour une petite partie des citations qui sont faites. Mais j'ai peut-être pas compris le graphique comme il fait. Donc, si on regarde à 10 ans, en hauteur, donc le normal citation, c'est des gens qui ont cité cet article-là, qui ont 10 ans d'expérience, ou c'est ce chercheur qui a 10 ans d'expérience a tel... Ah non, OK, oui. Puis ça, c'est encore une fois, c'est ma faute parce que j'ai pas mis l'axe des X. Fait que c'est normal qu'il y ait un peu de confusion. C'est l'âge de l'article. Donc, c'est la seule figure que je présente où l'analyse est faite au niveau de l'article et non au niveau de l'auteur. Donc, ici, c'est vraiment, ça fait combien de temps que cet article-là a été publié? OK. Donc, ici, ça me fait juste montrer, par exemple, après 10 ans, bien, ceux relativement à leur poids de citation, ceux qui citent plus l'article, c'est les collaborateurs. Puis moins l'auteur lui-même qui va continuer à citer l'article. Et les collaborateurs, ça serait des anciens co-auteurs. Excuse-moi, des anciens co-auteurs de l'auteur de l'article. OK, ça peut juste être des anciens, pas des futurs co-auteurs? Non, ça, je ne les prends pas en considération. Okay, je vais tout le temps regarder à partir d'un certain moment dans le temps. Donc, en fait, les collaborateurs de l'auteur vont changer en fonction de l'année de publication de l'article. Ce n'est pas tout le temps le même groupe de collaborateurs. Parfait, merci. Ça répond à ma question. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main, prenez la parole. Moi, j'y vais d'abord. Quand tu parles de la pertinence là, des autocitations ou des citations, comment tu mesures ça? J'ai peut-être manqué l'information. C'est quoi? C'est à partir des mots-clés? Oui, en fait, parce que je suis passé rapidement sur cette diapositive-là, là, qui est un peu plus technique. Excuse-moi, OK, c'est je prends le résumé de chaque article. Je fais un pré-traitement. J'enlève les stop words. J'utilise la représentation TF-IDF pour donner une pondération plus importante aux mots qui sont plus importants, qui ont plus de contenu. Puis je prends la similarité cosinus des deux. Fait que ça fait une similarité entre 0 et 1 entre deux résumés. Puis je fais ça pour chaque paire d'articles citant cités. Est-ce que ça répond à la question ou que j'ai plus en détail? Est-ce que c'est moi qui ai perdu la connexion Internet ou c'est Daniel? Non, je pense que c'est Daniel qui. OK. Oui, je pense que c'est Daniel. Bonjour, Christine Brodard, j'ai une question. Bonjour. Oui. Je suis bibliothécaire à Polytechnique Montréal. Oui. Fait que c'est super intéressant, mais d'un point de vue pratico-pratique, mettons, fait que des fois, il y a des chercheurs qui viennent nous voir, ils se posent certaines questions. Fait en gros, avec ça, c'est continuez comme vous faites pour vos autocitations. Fait que faites pas par exprès pour en faire trop, faites-les quand c'est pertinent, puis tout est beau. Genre, c'est un peu ça que je comprends de ce que tu nous dis. S'ils sont inquiets de dire est-ce que j'en fais trop? Est-ce que c'est sûr que ce que tu fais, c'est des moyennes, c'est sur des immenses chiffres et ainsi de suite. Mais mettons au niveau plus personnel, est-ce qu'il y aurait comme quelque chose de sortir de ça? De la perspective du chercheur, à moins que le chercheur ait l'intention de biaiser ses métriques de citation, il n'y a rien qui est prescriptif. Dans le sens, ça montre qu'est-ce que les chercheurs font, mais si un chercheur juge que c'est nécessaire de citer 10 de ses articles, qu'il le fasse. Il n'y a pas, c'est plutôt une question de préférence personnelle du chercheur, de la revue. Donc, du point de vue du chercheur, moi, je n'ai pas vraiment de recommandation, à moins qu'il cherche à gamer le système. Du point de vue de l'évaluation, les conclusions de nos présentations, disons comme Vincent, de façon générale, comme quand on creuse dans les citations, comment elles sont utilisées pour l'évaluation de la recherche, la conclusion, c'est tout le temps, c'est pas assez bon pour se baser seulement sur les indicateurs quantitatifs comme ça. Il y a tellement de problèmes potentiels, c'est utile. C'est quelque chose qui peut informer le processus d'évaluation, soit d'un chercheur, d'une institution, même d'un pays. C'est intéressant, c'est utile, mais c'est vraiment limiter les conclusions qu'on peut tirer
d'un seul indicateur ou même d'une combinaison de plusieurs indicateurs, surtout qui reposent presque tous sur les citations de toute façon. Donc, la conclusion, c'est plus pour faire attention quand on utilise ça pour évaluer la recherche. Il y a beaucoup de limites à ces indicateurs-là. Merci. Puis est-ce que il y a un objectif de publication avec ces résultats-là? Ça va être disponible officiellement, mettons, bientôt? Oui, d'ici, je dirais, 1-2 mois maximum, on fera la... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, bon, ben, j'imagine que Daniel aurait mis fin à la... Oui, bonjour. Daniel, son Internet, il vient de m'avertir, son Internet a planté. Alors, je vais prendre son relais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Les gens se manifestent dans le chat. Il n'y a personne d'autre pour l'instant. Bon, ben, puis 13h37. As-tu quelque chose à rajouter, Philippe, ou tout a été dit? Oui, s'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez m'écrire en courriel. Je crois que mon adresse est disponible sur la page du CIRS, donc ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Parfait. Et puis, je rappelle que ta conférence sera en ligne sous peu, j'imagine, au courant du mois de décembre. On te remercie infiniment, Philippe, pour cette intéressante présentation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.